Bonjour les enfants, on va faire un cours sur la notion de transparence de l'information. Transparence d'information, mais aussi asymétrie d'information et symétrie d'information. Le hook pour faire ce cours, c'est une rumeur persistante, grandissante, d'un leak de toutes les données, enfin d'un leak potentiel de toutes les données fiscales des Français, donc vu le contexte de kidnapping en tout genre, ça va être joyeux, mais aussi de toutes les données de la police et une partie de la justice, apparemment. Donc, les enquêtes, les personnes recherchées, les coupables, présumés ou pas, les victimes, et que toute cette information pourrait, au conditionnel, finir sur Internet, grosso modo. Alors, il faut faire attention, c'est très populaire de faire du clickbait sur ce type de news et ce type d'informations. Dans les faits, souvent, il ne se passe rien, mais c'est des messages qui vont être amplifiés, parce qu'il y a un tel ras-le-bol, il y a une telle haine, il y a une telle colère anti-institutionnelle en ce moment en France, que ce type, forcément, de rumeur, eh bien, elle se répand très facilement. Et surtout, elle est crédible, c'est quand on sait que la vidéosurveillance du Louvre, le mot de passe, c'était Louvre, forcément on a du mal à avoir confiance. Quoi qu'il en soit, si c'est avéré et si cette donnée fuite, cette donnée est leakée, on aurait un épisode de transparence d'information. Il y a énormément d'informations qui seraient disponibles pour tout le monde, de manière non discriminée. Ce qui d'ailleurs foutrait en l'air le peu de confiance qui reste dans les institutions comme la police, la justice, l'État, le fisc et tout le reste. Je pense que ça serait grosso modo la fin de la République bananière de France. Mais c'est pas le sujet de ce cours. Ce cours, c'est transparence, symétrie, asymétrie. Donc la transparence, ça désigne une réalité dans laquelle finalement toute l'information est disponible à tout le monde. Okay, l'apostrophe asymétrie, ça désigne le fait qu'il y a plusieurs personnes qui s'engagent dans un processus, dans une discussion, dans une interaction, dans une transaction, et qu'elles n'ont pas toutes la même info. Et là, plus loin, symétrie, ça désigne le fait que les différentes personnes qui s'engagent dans ce processus de transaction ou d'interaction ont la même info. Ça ne veut pas dire que le reste de la société a l'info, mais les gens qui sont dans ce processus, eux, ont la même info. Donc, transparence, asymétrie ou symétrie. Et c'est vrai que si vous n'avez pas fait d'études en économie, c'est peut-être des concepts qui vous paraissent un peu farfelus et inintéressants, mais en fait, c'est vraiment à la base du raisonnement économique, de la pensée économique. Le cours va être en 3 parties. Partie 1, c'est l'asymétrie comme essence de l'expérience humaine. Ah, c'est un peu philosophique. Partie 2, lever l'asymétrie pour créer de la confiance, pour l'interrogation. Et partie 3, est-ce que la transparence, ça compte vraiment, quoi. Donc ça va être comme au lycée, en philo, 3 parties. La partie 1, c'est finalement cette idée sur laquelle l'asymétrie, donc L' asymétrie d'information, je sais pas comment dire, on va dire les asymétries. On va dire les asymétries d'information. C'est plus simple à dire. Les asymétries d'information sont au cœur de toutes les dynamiques humaines intéressantes. Vous prenez le jeu social, le théâtre de la vie. Ouais, ça peut plus philo. C'est que des asymétries. Qu'est-ce qu'une personne veut vraiment? Pour quel travail? Quels sont ses intérêts? Qui elle désire? Qu'est-ce qu'elle veut accomplir? Pourquoi? Est-ce qu'elle ment? Est-ce qu'elle ne ment pas? Est-ce qu'elle porte un masque, etc. On n'est que sur des questions d'asymétrie. L'amour, le désir, ce qui rend l'amour et le désir intéressant, c'est la notion d'asymétrie et de symétrie. Vous désirez une personne. Est-ce qu'elle vous désire en retour? Vous ne savez pas. Vous faites une grande déclaration publique. Déclaration d'amour. La personne ne vous aime pas en retour, n'est pas intéressée. Vous prenez un râteau. Humiliation, risque social, ostracisation. Au cœur de la dynamique de l'amour et du désir, il y a des asymétries. L'innovation, quelque part, de Tinder, là où Tinder c'était incroyable, d'un point de vue d'expérience utilisateur, d'un point de vue de design, d'un point de vue de product, c'est que Tinder va lever l'asymétrie, va lever les asymétries de manière sélective. Donc si la personne A manifeste un intérêt pour la personne B et que la personne B manifeste un intérêt pour la personne A, eh bien on va donc lever les asymétries et donc A et B vont savoir qu'il y a un désir mutuel et réciproque. On va lever. Et en levant cette asymétrie, on va réduire le risque, d'où la popularité de plateformes comme ça. Donc, le jeu de l'amour, par exemple, typiquement, enfin je sais que ça fait un peu neuneux, mais le jeu de l'amour c'est un jeu finalement d'asymétrie. Le jeu de l'amitié, le jeu de la famille, ce sont aussi des asymétries et des symétries sélectives. Ce sont des zones de symétrie privilégiées. Donc, ce qui va se partager au sein d'une famille, au sein d'une amitié, ne va pas forcément être diffusé ailleurs. Donc, il va y avoir une symétrie au sein du groupe, parce qu'il y a confiance, parce qu'il y a amour, pas amour forcément d'un point de vue sexuel, plus en mode agapé, quoi, enfin, paternel, familial, etc. Par contre, il y a une asymétrie avec le reste de la société. Les choses qui sont partagées en famille, qui ne sont pas partagées dans le reste de la société. Classique. Donc on est au cœur finalement de la dynamique. Vous savez, l'amour, le désir, la famille, etc., c'est un peu les bases, c'est un peu les piliers de la vie humaine, quoi. Si on va dans un domaine plus on va dire,
matérialiste. Une entreprise, ce sont des asymétries. Une boîte qui réussit, c'est des asymétries. La plupart des bons business, mettons, on prend notre monde à nous, les business en ligne, sont des asymétries d'information. Nous avons acquis des informations que le reste de la société n'a pas, qui nous permet de générer de la thune. Les infoproduits, c'est j'ai des informations que tu n'as pas, je te vends ces informations sur un infoproduit, c'est une asymétrie. Le dropshipping est une asymétrie. En fait, on peut acheter le produit pour 3 balles, les gens ne savent pas. Il y a une asymétrie d'information, les gens ne savent pas qu'on peut acheter ça pour 3 balles. Pour pouvoir l'acheter pour 3 balles, le revendre à 30, ou d'abord le vendre à 30, puis l'acheter pour 3 balles et l'envoyer au mec, on se comprend. Donc, les business qui réussissent, ce sont quelque part des asymétries. Si tout le monde a la même info en temps réel, si tout le monde a la même data en temps réel, est-ce qu'il y a possibilité de créer du business? Est-ce qu'il y a possibilité de créer du profit, de capter du profit? Peut-être pas. Donc, au cœur même du capitalisme et du monde des affaires, il y a cette notion d'asymétrie. Vous prenez les conspirations, toujours. Les conspirations sont des asymétries. Un petit groupe de personnes vont se rassembler autour d'une vision, autour d'un projet. Elles ne vont pas divulguer ces informations au reste de la société. Elles vont mener à bien une action en vue d'atteindre un objectif politique, économique. Asymétrie. Tous les trucs intéressants, c'est de l'asymétrie. D'ailleurs, sur la conspiration, je vous renvoie à un très bon livre qui s'appelle Conspiracy de Ryan Holiday, où c'est la conspiration d'un milliardaire pour défoncer un groupe de médias. C'est assez intéressant. Je dirais même que c'est inspirant par les temps qui courent. Enfin, l'asymétrie, enfin l'apostrophe asymétrie, ou les asymétries, pardon, c'est aussi ce qui permet à la pensée de s'exprimer. Il y a quelques années, vous savez, il y a le groupe Bilderberg. Vous prenez le groupe Bilderberg, c'est un rassemblement annuel de gens issus principalement du monde des affaires, un peu du monde politique, du monde techno. Ça peut arriver que ce soit aussi du monde, on va dire, universitaire et des médias. C'est un rassemblement qui a eu 8 clos. Les thèmes de discussion sont, je crois que maintenant ils sont dévoilés, mais avant ils ne l'étaient pas. Donc en fait, avant, les invités n'étaient pas dévoilés, les listes d'invités n'étaient pas dévoilées, et les thèmes de discussion n'étaient pas dévoilés. Donc là, en termes de conspiration, d'imagination, de fantasme, ça va assez loin. Maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup plus transparent que c'était par le passé. Mais il y a quelques années, il y avait Peter Thiel qui était, je crois qu'il était pas longtemps le président de groupe Bilderberg, qui marchait dans la rue, il y avait un gauchiste qui avait le micro, bon bah ouais, ça vous fait quoi, machin, bon, enfin bref, le mec qui vient casser les couilles, et Thiel prend le temps de répondre et dit, bah en fait, ouais, on est à huis clos, ouais, on ne dévoile pas au reste de la société ce dont on parle. Oui, il y a une asymétrie fondamentale, mais en fait, cette asymétrie est nécessaire pour avoir des conversations. C'est que si on veut avoir des conversations sur des idées hétérodoxes, pour challenger le status quo, pour penser des solutions radicalement innovantes, disruptrices, pour employer un vocabulaire de 2015, ça doit se faire à huis clos. Si tu as la Stasi, donc la police politique d'Allemagne de l'Est, qui t'écoute matin, midi, soir, bah, qui t'écoute, et que t'es live stream sur le tribunal populaire sur Twitter, tu vas pas pouvoir explorer des idées. Est-ce que des dirigeants économiques, est-ce que des dirigeants politiques vont pouvoir avoir des discussions sincères, vont pouvoir explorer des pistes alternatives, sérieuses, innovantes, s'ils se savent écouter et live streamer? Non. Donc en fait, la seule manière d'accoucher à des idées intéressantes, et donc de faire avancer les choses, et donc de faire évoluer la société, enfin, l'économie, la société, la politique, etc., c'est d'être dans une zone un peu on va dire de conspiration, d'être dans une zone où règnent les asymétries d'information. Et donc c'est quand même fascinant de se dire que le point, alors en fait, les asymétries, c'est un nid à emmerde, c'est un nid à quiproquo, c'est un nid à banane, on va voir ça dans un instant, mais quelque part, c'est vraiment le lot de l'incarnation humaine, de l'expérience humaine, quoi. C'est que ça. Toutes les intrigues de films, c'est ça. Enfin, prenez n'importe quel film enfin, prenez n'importe quel scénario et dites-vous, ok, s'il y avait une symétrie, enfin, s'il y avait une transparence d'information, est-ce qu'il y aurait un scénario? Est-ce qu'il y aurait un livre? Est-ce qu'il y aurait une histoire? Non, non, il n'y aurait rien en fait. Donc, l'asymétrie, les asymétries, c'est vraiment au cœur finalement de tout ce qui est intéressant. Néanmoins, partie 2, on a quand même besoin d'aller lever l'asymétrie, lever les asymétries pour créer la confiance. Le marché, typiquement, a besoin d'informations pour fonctionner. Le prix, en économie de marché, le prix est un vecteur d'information. Quelque part, le prix, c'est un vecteur de transparence. C'est le prix va refléter l'offre et la demande sur un marché. Cette offre et cette demande est a priori pas faussée. Le prix va donc refléter le niveau de la demande, le niveau de l'offre.
Un prix qui baisse signale qu'il y a soit moins de demandes, parce qu'il y a soit pas assez de demandes, soit trop d'offres, ce qui est à peu près le même. Un prix qui monte signale qu'il y a plus d'offres que de demandes, c'est une information. En fait, en économie de marché, vraiment le point central de l'économie de marché, c'est le prix. Le prix comme vecteur d'information, comme mécanisme de transparence d'information. Le prix est public, surtout dans des marchés, on va dire, modernes, où les prix sont digitaux et tradés et visibles. Même l'information aujourd'hui sur Polymarket, l'information sur Polymarket a un prix. Ce prix sur Polymarket te donne une idée de où va aller le monde. Et Polymarket a quand même un taux de, on va dire, de transformation entre des paris sur Polymarket et des réalités qui se matérialisent qui est extrêmement haut aujourd'hui. Donc quelque part, même, tu vois, alors, des événements politiques, même de la météo, même ce que tu veux, a un prix, et le prix est vecteur d'information. Pourquoi l'Union soviétique s'est pété la gueule? Elle s'est pété la gueule pour plein de raisons, mais une des raisons, c'est que c'était ingérable. Pourquoi c'est ingérable? Il n'y avait pas de libre mécanisme des prix. Il n'y a pas un libre mécanisme du jeu de l'offre et la demande qui fait que le prix fluctue et que la fluctuation du prix donne une information. Est-ce qu'on produit trop de pommes? Pas assez. Est-ce qu'on produit assez de boulons? Pas assez. Est-ce qu'on produit assez de tanks? Pas assez. On n'en sait rien. On n'en sait rien parce qu'on n'a pas l'info. Alors, comme on n'a pas l'info, comment on fait? On va demander au directeur de l'usine de communiquer ses chiffres, de communiquer ses pronostics. On va rassembler plein de crânes de vue dans un bureau à Moscou, et on va essayer d'agréger toute cette information, on va essayer de lever toutes ces asymétries, surtout qu'en plus là on est vraiment dans une culture de l'asymétrie. C'est le gars de l'usine, il veut pas forcément communiquer cette information au patron, il veut mentir, il veut surestimer sa production, sa capacité. C'est le même problème d'ailleurs qu'à la Chine aujourd'hui. C'est les directeurs, enfin les patrons de région, je sais pas comment ils sont nommés, mais les patrons de région, souvent ont une incitation à ne pas divulguer la vraie information. Ils ont une incitation à dire que ça va très bien, quitte à bidouiller un peu les chiffres, quitte à magouiller un petit peu. Donc voilà, donc les informations qui remontent sont erronées. Donc est-ce que Pékin peut fonctionner avec des informations transparentes? Non. Symétriques? Même pas. Non, on est dans l'asymétrie. Eh bien, l'Union soviétique, c'était pareil et en pire. Donc vous n'avez jamais les informations. Donc vous avez des gars qui vont estimer, qui vont demander, qui ont fait des calculs, des statistiques, etc. Mais fondamentalement, tu n'arrives pas à savoir qu'est-ce qu'il faut produire, comment, dans quelle quantité. Surtout que pour produire quelque chose, il y a des choses à produire en amont. Si tu veux produire des boulons, pour produire des boulons, il faut produire de l'acier, par exemple. Pour produire de l'acier, il faut du fer. Bon, ok. Donc en fait, il faut bien estimer le fer, il faut bien estimer l'acier, il faut bien estimer le boulon, il faut bien estimer la demande de boulon, etc. Et si tu n'as pas le prix du fer qui fluctue, le prix du boulon qui fluctue, le prix de l'acier qui fluctue au jour le jour, tu n'as pas cette information. Donc en fait, le prix est un vecteur d'information. Ça peut être même un peu amusant. Il y a un truc qui s'appelle l'effet Akerlof en économie. L'effet Akerlof, ça veut dire que le prix est un signal de qualité. Quelque chose qui est cher, ça veut dire que c'est de la bonne qualité. La machine à laver allemande, pendant longtemps, capitalisait là-dessus. La machine à laver Bosch ou je sais pas si c'est Siemens, s'ils font une machine à laver. Enfin bref, un truc allemand quoi. La machine à laver allemande avait un prix élevé. C'est donc un signal de qualité. Donc le prix est un signal. Le prix est un signal de qualité. Le prix peut aussi être un signal d'exclusivité. Ça, c'est l'effet Veblen. V-E-B-L-E-N. Veblen, c'est l'économiste qui a pensé le luxe avant que le luxe devienne une industrie. Le prix, finalement, est un signe de rareté, d'exclusivité sociale, et donc de statut social. Si c'est très cher, c'est que peu de gens l'ont. Hermès, plus ils vont augmenter leur prix, plus ce signal est envoyé que c'est exclusif et que c'est rare et que c'est spécial, plus les gens ont un désir de posséder un jour un sac Hermès. Okay. En tout cas, ça marche dans la femme. Je sais pas pour les autres, en tout cas, chez moi, ça marche. Enfin. Mais ceci dit, au moins, ça monte. Fin de la parenthèse sur les sacs. Donc le prix, c'est un vecteur d'information. Quand on fait du marketing, un super hack marketing, pour les marketeurs qui nous écoutent, un super hack de marketing, c'est de lever des asymétries et de créer de la symétrie. Par exemple, moi à l'époque, quand j'avais lancé les RX1, j'avais déjà fait une confession. J'ai dit, quelle est finalement ma motivation secrète? Pourquoi je fais ce que je fais? Là, je suis sur le point de dévoiler une information qui est privée. Je suis sur le point de faire disparaître une asymétrie qui existe entre moi et ma clientèle potentielle. Donc pourquoi? Donc, j'arrive et je fais une confession. C'est l'astuce marketing, on se comprend. La confession, c'est de dire, écoutez, quelle est la vraie raison derrière ce programme? Pourquoi je vais enseigner en ligne à un prix aussi abordable et compétitif? Ce qui n'est pas très Veblen. Pourquoi je fais ça? Eh bien, parce que je vais utiliser mon programme pour créer et identifier des talents que je vais recruter dans mes boîtes ou avec lesquels je vais m'associer pour lancer de business. En l'occurrence, c'était vrai. Mais derrière cette vérité, il y avait aussi un mécanisme marketing. Le fait de faire une confession, ça permet de créer de la confiance. Et souvent, je fais une digression marketing, ok. Souvent, on peut faire des confessions bidons. En ce moment, j'ai des clients qui sont des ingénieurs. Ils font un logiciel qui permet de traiter beaucoup de data
très utile sur un marché particulier que je n'aimerais pas. Donc l'équipe des ingénieurs. Et donc, quand on a travaillé le webinaire de vente, la première phrase qu'on a faite, c'est une confession. C'est de dire, écoutez, je dois vous avouer, moi je suis un ingénieur. Je suis un mec qui vient du monde de la data. Donc, les webinaires, les speeches commerciaux, etc., c'est pas ma force. D'accord? Donc, soyez indulgents avec moi. Je vais vous montrer ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait. On va parler de ci, de ça et de ça. Et voilà. En fait, on est sur une confession. En fait, ce qu'on confesse n'est pas du tout péjoratif et amélioratif. C'est je confesse que je suis un ingénieur, que je suis data-driven, donc je suis sérieux, et je confesse que je ne suis pas un marketeur, donc pardonnez-moi si je ne suis pas très bon commercialement, du coup les gens se sentent en confiance, etc. Bon là, on est sur la manipulation éthique, on est sur le marketing. Voilà. Pour revenir à la notion de transparence, on peut se demander si... D'ailleurs, c'est pas pour que tu me demandes, c'est un peu un fil conducteur de la philosophie, c'est est-ce que les humains agissent honnêtement et éthiquement si, je dirais, leur anonymat est garanti, si les asymétries sont garanties. Il y a un passage dans Platon, qui s'appelle l'anneau de Gygès, ou Gygès, au pied d'un anneau. Quand il met cet anneau, il devient invisible. Si ça vous rappelle des Seigneurs des Anneaux, peut-être qu'il y a eu une inspiration. Quand il met l'anneau, il devient invisible. Et en fait, il sait qu'il ne peut pas se faire choper, il ne peut pas se faire gauler. Comme il sait qu'il ne peut pas se faire gauler, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du sale. Donc il va se venger, buter des mecs, baiser des meufs, etc. Bon, ok. Enfin, ou violer, ou je sais pas trop quoi, ou niquer la princesse ou la reine, enfin bref. J'ai plus les détails, mais un truc sordide comme ça. Et la leçon, c'est que si les gens n'ont pas peur de la transparence de l'information, eh bien, ils n'agissent pas moralement. Et honnêtement, ça se vérifie assez bien. Vous prenez tous les golemons sur Internet, okay, vous prenez tous les keyboard warriors avec des PFP, tous les mecs qui sont dans de la diffamation, qui sont dans l'insulte, de l'injure, etc. Dans la zone commentaire et tout. Il y en a beaucoup qui mettent leur visage, prénom, nom. Aucun. Si essayé visage, prénom, nom, vous croyez vraiment qu'ils feraient ce qu'ils font? Vous croyez vraiment qu'ils iraient rager, insulter, menacer, diffamer, etc. Jamais. L'anonymat crée des comportements pervers. Donc on peut se demander si une société ne s'améliore pas en levant l'anonymat. Alors là, du coup, c'est vachement borderline, parce que toutes les propositions un peu totalitaires de l'Union européenne vont dans ce sens-là. C'est on veut lever l'anonymat sur Internet, on veut que les gens soient obligés de tout faire en nom propre, etc. Et c'est avec moi en tant que... Il fait longtemps que j'étais très libertarien, maintenant je suis anarcho-monarchiste, mais on y reviendra. Donc en tant qu'ancien libertarien, cette proposition me gêne. En tant qu'anarcho-monarchiste, en fait, elle me gêne plus du tout, parce que en vrai, ça commence à être vérifié, on laisse les gens faire n'importe quoi, ils font n'importe quoi. S'ils savent qu'il n'y a pas de conséquences, ils font absolument n'importe quoi, et c'est un désastre. Et finalement, Internet devient une zone complètement dégueulasse. Alors vous allez me dire, est-ce que dans la balance entre, les gens sont un peu toxiques et cons, et d'un autre côté, on a une violation quelque part de leurs droits fondamentaux, est-ce qu'on ne veut pas accepter qu'ils sont plus immatures et cons? Intuitivement, on pourrait se dire oui. Technologiquement, non. Pourquoi? C'est bon, le mec, il est un peu troll, il dit ouais, il t'insulte dans un commentaire. Ok. Tu vois, il fait son petit blog post de victime. Ok. Et puis tu vois, si jamais tu veux remonter un mec, tu remontes dans 5 minutes. Mais c'est pas le sujet. Demain, c'est dans les mois qui viennent, on va avoir des outils de deepfake qui vont permettre à n'importe qui de faire du contenu sur n'importe qui et n'importe quel contenu. Si vous laissez les humains faire ça, vous croyez qu'ils vont faire quoi comme type de contenu? Votre mère qui ramasse des fleurs, des pâquerettes à la montagne? Ou du cul ultra-violent, du meurtre, et de la violence, du cul, du sexe, etc. Vous croyez qu'ils vont faire quoi, les gens? Ils vont faire plutôt pas trop pâquerette et plutôt de l'autre catégorie. Et dans cette configuration-là, on fait un peu une digression dans la digression. On peut se demander si finalement un modèle d'Internet à la Dubaï, ou aux Émirats Arabes Unis, contrôlé par l'État, contrôlé par, in fine, la famille royale, où finalement on a pas de faire n'importe quoi, est-ce que c'est pas mieux? Est-ce que c'est pas plus safe? Est-ce qu'un Internet où si tu diffuses un deepfake sur une personne qui porte atteinte à sa réputation, à son intégrité, un Internet où tu prends 10 ans de prison quand tu fais ça, est-ce que c'est pas mieux? Alors vous allez me dire, en bon français qui ne comprenait pas grand-chose, vous allez me dire, ah non, moi je tiens à ma liberté. Ok, rendez-vous dans 3 ans les mecs. D'accord, on revient sur la transparence. Finance et transparence.
Alors, le paradoxe de la finance, c'est que tous les prix sont cotés, donc on pourrait se dire que les prix reflètent la réalité, donc que la réalité est cotée, donc donc le marché fait bien les choses et qu'on tend vers une efficience du marché. Une efficience du marché, c'est cette idée que le marché va intégrer toutes les informations disponibles pour fixer le prix parfait qui correspond à la vraie valeur fondamentale, etc., d'un bien, d'une commodité ou autre. Les marchés ont avancé en créant la transparence. Il y a, je crois que c'est en 2001, la faillite d'Enron. Donc Enron était une boîte cotée en bourse, une des plus grosses boîtes au monde, un courtier de la matière première, qui avait grosso modo bidouillé ses chiffres, qui avait convaincu tous ses salariés de mettre tout leur argent en actions de la boîte. Un jour, tout s'effondre, ça va à zéro, etc. Il y avait une énorme fraude comptable. Suite à ça, on va passer la loi Sarbanes-Oxley. Une loi qui va imposer une transparence accrue des comptes des sociétés et une responsabilité pénale de la direction des sociétés cotées en bourse. Donc on fait un effort pour aller forcer des mécanismes de transparence sur les marchés afin de rendre les marchés efficients, efficaces et safe pour les parties prenantes. Est-ce que ça marche? Je ne sais pas. Appliqué au Web3, c'est assez intéressant. Parce que quelque part, le Web3, enfin plutôt la crypto. Le Web3, ça c'est nulle part. Donc la crypto, une des propositions de valeur de la crypto, quelque part, peut-être involontaire finalement, cette transparence. Vous prenez une plateforme de DeFi, des finances décentralisées. Vous prenez, je sais pas, un AV par exemple, un Morpho par exemple, qui sont des super trucs. C'est transparent. Les flux entrants, sortants, les wallets, les whales, les crevettes, les machins. Un whale, c'est un wallet, c'est une personne qui a beaucoup d'argent. Une crevette, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Okay. On peut tout traquer, on peut tout voir. Ces plateformes, au moins AAV, Morpho plus récent, mais vous prenez AAV, ils ont résisté à tous les dramas de 2021, 2022, là où les Celsius, les BlockFi, les FTX sont tous viandés. Celsius, BlockFi, FTX étaient des plateformes centralisées avec une opacité, avec des asymétries d'informations. On ne savait pas ce qu'ils faisaient, on ne savait pas leur tambouille, on ne connaissait pas les réserves, on ne savait pas c'était opaque. Là où AAV était transparent, quand tout s'est effondré, AAV, ça a fonctionné sans friction. AAV, c'est une plateforme de lending borrowing, donc vous pouvez déposer de l'argent, vous pouvez déposer de l'argent, mettre en collatéral, emprunter quelque chose en face. Par exemple, vous déposez des bitcoins, ok, des bitcoins, on va rappeler, c'est un blockchain Ethereum, mais bon, construire des bitcoins, je simplifie. Vous les déposez en collatéral, vous pouvez emprunter de l'argent en retour. Ok, après, vous pouvez rembourser, rajouter du collatéral, réduire du collatéral, etc. Les plateformes qui sont transparentes ont été beaucoup plus résilientes que les plateformes qui n'étaient pas transparentes. Information intéressante, data point intéressant. Donc, ça va dans le sens de plus de transparence, plus de stabilité, plus de prospérité, la vie est belle. On peut aussi se demander si la transparence n'est pas plus efficace que la régulation. Parce que souvent, quand on est confronté à un problème collectif, on a deux choix. Soit on dit, il faut que l'État régule. Okay. Ça c'est le français qui dit, ouais, je suis contre, mais je veux quand même une régulation. Quoi. Donc, je veux que l'État régule. Je veux être biberonné au socialisme, à l'étatisme. Donc, je veux que l'État régule. Okay. Ou alors, on peut se dire, on fait la transparence d'information. Vous prenez le business de la fourrure. Qu'est-ce qui fait que les gens ne portent plus de fourrure? Est-ce que c'est la régulation de l'État? Ou est-ce que c'est l'action d'associations qui ont montré dans quelles conditions abjectes, au-delà de la cruauté, les fourrures sont faites? Et là, soudainement, ton appétit pour une Canada Goose, ça casse la gueule. Et là, du coup, de promener avec un manteau en fourrure, ça passe moins bien. Puisque tout le monde voit un animal charcuté vivant par sa fourrure. On est en train d'agoniser, de hurler de douleur. Voilà. Qu'est-ce qui était le plus efficace? La vidéo du chien ou du coyote ou du machin qui est là à hurler la mort de douleur? Ou un arrêté préfectoral de machin, et puis un décret de bidule d'un espèce de bouffon avec un amendement du Parti socialiste? Qu'est-ce qui marche? Transparence. Beaucoup plus efficace. Donc, les problèmes, énormément de problèmes peuvent être réglés avec de la transparence, sans faire venir l'État et ses grosses pattes gluantes, et toute sa corruption et sa bouillie de parasites et d'incompétents, quoi. La transparence permet aussi de meilleures relations internationales. C'est des choses qui avaient été... Il y a des mecs qui ont pensé ça, c'est la théorie des jeux adaptée par des mecs qui s'appellent von Neumann et Morgenstern, pour ceux qui s'intéressent. Et cette idée qu'il faut pouvoir créer des zones de symétrie d'information, en particulier entre des belligérants et des belligérants potentiels, pour éviter que ça parte en couille. La guerre froide, c'est quoi? La guerre froide, c'est une absence de symétrie de l'information. Les Russes ne savent pas vraiment ce que les Américains veulent. Est-ce que les Américains veulent défoncer les Russes? Peut-être pas. Est-ce qu'ils veulent attaquer l'Union soviétique? Est-ce qu'ils veulent reprendre le contrôle de l'Europe de l'Est? Peut-être pas. Point de vue américain. Est-ce que les Soviétiques, veulent envahir le reste de l'Europe? Peut-être pas. Est-ce que les Russes
soviétiques, pardon, encore une fois, au fond de la noirceur de leur âme, veulent envoyer des bombes atomiques sur les capitalistes américains. Peut-être, peut-être pas. Tu sais pas. Donc quand le mec il bouge un missile, tu fais quoi? Tu bouges un missile. Et quand le mec il crée des missiles, tu fais quoi? Tu crées des missiles. Quand le mec il fait un peu le con, tu fais quoi? Bah tu fais aussi le con. Et tu as une escalade. L'absence d'information, l'absence à minima, peut-être pas de symétrie, enfin peut-être pas de transparence, pardon, mais de symétrie d'information, de symétrie relative sur un certain nombre de sujets. Et c'est ça, la crise des missiles de Cuba, c'est quoi? C'est juste une asymétrie qui s'emboîte dans une asymétrie qui s'emboîte dans une asymétrie. Et qui potentiellement, si on prend le discours officiel et les livres d'histoire, pour prendre ça avec des pincettes, a failli détruire l'humanité et la Terre. Les dangers des asymétries d'information. Là où une symétrie, est-ce qu'une transparence totale est possible? Compliqué, on parle, je dirais, de géopolitique, d'intérêt des États, pas vraiment possible. Mais est-ce que des zones de symétrie sont possibles? Oui. Tu crées un téléphone. Sur toutes ces crises de Cuba, tu crées une ligne téléphonique entre Moscou et Washington, il y a un doute, on prend l'interprète, on appelle. J'ai vu que vous avez mis 3 porte-avions, machin, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ok, cool. Tu vois. C'est de la même manière qu'aujourd'hui, quand l'OTAN ou maintenant la Russie, c'est occupée à faire la guerre, mais où la Russie font des exercices militaires de grande ampleur, ils vont toujours prévenir les mecs d'en face. Salut, on va en Lituanie mettre 200 000 mecs pour faire des manœuvres. On prévient le mec, sinon lui il tire, sinon il peut tirer par accident. Donc on va créer des symétries d'information. La géopolitique, la paix dans le monde, ça passe entre autres par des symétries d'information qui sont réalisées par des ambassadeurs, qui sont réalisées par des messagers, ou qui sont réalisées par des lignes téléphoniques entre les grandes capitales, entre les grandes parties présentes. La symétrie, l'arrivée de la symétrie, enfin des symétries ou de la transparence, c'est aussi ce qui est nécessaire pour purger des sociétés, on va dire vérolées. Gorbatchev, en 1987, il passe la glasnost, qui veut dire littéralement transparence, et il va introduire quoi? La transparence. Pourquoi? Parce que l'opacité, comme on l'a vu il y a un instant, l'opacité sur les prix, mais aussi sur tout le reste, crée des risques systémiques qui sont en train de causer l'effondrement interne de l'économie soviétique. Ce qu'a fait le DOGE, le Department of Government Efficiency, d'Elon Musk, pendant pas très longtemps, mais c'était intéressant à observer, c'était quoi? Est-ce que le DOGE a vraiment réussi à réduire des dépenses? En vrai, pas des masses. Parce que trop de corruption, trop d'intérêts retranchés. Par contre, ce que le DOGE a créé, c'est le risque de la transparence. Si toi, tu es un député, tu valides un budget de 200 millions pour observer si des fourmis peuvent devenir transgenres ou si une truite se sent oppressée parce qu'il y a une truite à côté qui n'a pas un safe place, enfin des trucs comme ça, quoi. Rigolez pas, c'est qu'ils ont vraiment mis des sous dans de la recherche dans ce sens-là. Ils ont mis beaucoup de sous. La suspicion, c'est qu'en fait, c'est des recherches bidons et qu'en fait, l'argent est siphonné derrière et puis on s'arrange, quoi. Mais maintenant qu'il y a eu le Doge, quel est ton appétit, toi, en tant que député un peu véreux, hypothétiquement, de valider ce genre de conneries? Beaucoup moins. En fait, il y a un effet disciplinant. Il y a un effet disciplinant sur les hauts fonctionnaires, les élus, et on va dire l'État en règle générale. Donc le risque de transparence te discipline. Donc autant les économies directes, mesurables, réalisées par le Doge sont très limitées, autant les économies ou le non-gaspillage futur est énorme. Alors cette tradition de la transparence dans les affaires de l'État, de l'État, aux États-Unis, ça existe depuis 1966, je crois, avec le Freedom of Information Act, où en théorie, tu peux exiger de l'État des informations, des documents, des rapports, etc. Et l'État doit te le donner. Le problème, c'est si tu mets ça je crois que tu mets ça sous le, enfin, tu peux protéger par le secret défense, tout comme ça. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tout est foutu en secret défense, il n'y a rien qui sort. Donc oui, on va sortir, par exemple, allez, au hasard, la liste Epstein, les documents Epstein, mais tout ce qui est sérieux, secret défense, secret d'État. Donc on reste quand même dans une zone un peu compliquée où tu as des mesures effectives, où tu peux exiger de l'information, mais il y a des parades, de la part de l'establishment et du Deep State. Et Deep State, c'est pas une injure. Je vous renvoie d'ailleurs sur la vidéo sur ma chaîne YouTube sur le Deep State, qui s'appelle La mort et leur métier. Et après, il y a les mécanismes disciplinants, le risque de la transparence, avec des trucs comme le Doge, où du coup, tu fais beaucoup plus gaffe avant de te lancer dans une dinguerie. Les effets disciplinants. Voilà. Ça, c'était la partie 2. C'est l'importance de la transparence. Comment l'irruption de la transparence ou du mécanisme de symétrie rend le monde meilleur. Troisième partie, c'est est-ce que finalement la transparence, ça compte vraiment?
Une anecdote, c'est j'ai eu un litige avec une boîte dans un pays d'Europe de l'Est. Euh, et les mecs m'ont mis une banane. Bon, c'est la vie, quoi. Okay. En gros, ils m'ont mis une banane de 5000 balles, quoi. Et je me suis dit, ok, je vais aller j'en parle avec mes avocats, et je leur ai dit, bon, la justice, ça marche pas, parce que ça marche nulle part. Donc, je te pour 5000 balles, il n'y a pas de justice, donc, puis pire, 5000 balles ensemble. En fait, c'était le principe qui me saoulait. Donc, je leur ai dit, bah vas-y, moi, je vais juste leur plomber leur réputation. Je fais une grosse campagne, genre, allez, on leur met 4000 avis négatifs, une étoile sur Trustpilot et compagnie, parce que Trustpilot, il se passait toutes les dingueries du monde, autant y aller. Pareil pour Google Review, etc. Je leur fais des articles à charge, je les pourris et je les enterre. Et mes avocats, donc, qui sont locaux, ils me font, mais mec, t'es dans un pays où tout le monde sait que le président tape dans la caisse, que tous les hauts fonctionnaires ont volé pendant la privatisation, que littéralement toutes les 100 plus grosses fortunes du pays ont juste tout volé la privatisation, mais tout le monde le sait, enfin je veux dire. Et toi, tu crois que tu vas nuire à quelqu'un en disant que c'est un con? Genre, t'es un babtou, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, il est pas comme ça, mais c'est un peu l'idée, quoi. Bon, effectivement. Et est-ce que vraiment la transparence, ça fonctionne? Est-ce que les gens sont prêts à croire? Vous savez, il y a le truc de, alors j'ai sorti la citation pour c'est quoi, c'est Jean, chapitre 20, verset 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est Jésus à saint Thomas. Bon, entre nous, c'est un statement marketing absolument phénoménal. Attends. T'as pas besoin de voir le produit. Si tu crois, le messager, le marketeur, heureux les simples d'esprit. Genre vraiment, c'est parti les mecs, vous allez vivre votre meilleure life. Donc, parce que tu m'as vu, tu as cru. Erreur, péché. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Les gens croient qu'ils croient ce qu'ils voient. Il y a beaucoup de verbes dans la phrase. Les gens croient qu'ils croient ce qu'ils voient. Je pense qu'en fait, c'est faux. Les gens voient, les gens ne peuvent voir que ce qu'ils croient déjà. Si quelqu'un croit quelque chose, on peut le voir. Si quelqu'un croit, en fait, l'exemple, c'est s'il y a une soucoupe volante qui se posait sur l'Arc de Triomphe demain, ou ce qui en reste, je pense que les gens ne le verraient pas. Parce qu'ils ne le croient pas. Comme ils n'ont pas une croyance préalable dans l'existence des extraterrestres et de leur présence parmi nous, hypothétique, si ces extraterrestres se manifestent, ils ne les verraient pas. Parce que, en fait, ce que ça demanderait comme challenge pour la conscience, de remettre en question toutes tes croyances, le cerveau il dit non, il refuse l'information, il la classe, il la met au fond du cerveau, il reboot. Prenez par exemple les normies en Occident. Et genre, prenez les théories du complot un peu hardcore. Donc prenez les théories du complot méga hardcore. Je dis pas que je les valide et que j'y crois, d'accord? Et loin de moi l'idée de vouloir les propager. Mais prenez les théories du complot vraiment hardcore, sur comment le monde est géré, qui sont nos élites, etc. Distribuez-les aux normies. Tous les normies ont été exposés à ces théories. Ils prennent, le cerveau dit danger, parce que ça challenge le système nerveux, le système de pensée, ça challenge tout. Le cerveau il dit danger, soit là il faut reboot, repartir de zéro, reconstruire, trop dangereux, vous allez devenir fou, soit on efface de la conscience. Donc qu'est-ce que les gens peuvent vraiment conscientiser de toute manière? Ils peuvent conscientiser que ce qu'ils croient déjà. Ils peuvent voir que ce qu'ils croient déjà. Donc je te donne la transparence. Bon, c'est super frère, je m'en fous, parce que je ne peux voir que ce que je crois déjà. De la même manière que si on n'a pas de mots pour désigner quelque chose, on a du mal à le conscientiser et à le percevoir. Pensez-y, hein, si vous n'avez pas de mots pour décrire une couleur, cette couleur n'existe pas. Si vous n'avez pas de mots pour décrire un traumatisme, potentiellement il n'existe pas. Peut-être que l'inflation des gens qui ont des maladies mentales, c'est aussi une inflation du vocabulaire de maladie mentale. Tout le monde a droit à son petit syndrome, symptômes, etc. Moi, je suis zèbre, je suis HPI, non, t'es pas HPI, t'as eu des parents qui sont cons, donc t'es moins con. Enfin, passons. En fait, on crée du vocabulaire, et ce vocabulaire crée des réalités.
Mais si ce vocabulaire ne préexiste pas, cette réalité peut-elle émerger dans l'esprit des gens, dans la conscience des gens? Peut-être, peut-être pas. Enfin, il y a la limite de la réception. Est-ce que les gens sont prêts à accueillir ça? Une phrase d'Antonin Artaud, dont je me souviens, c'était préparé il y a longtemps, c'est « Et c'est ainsi qu'une société tarée a inventé la psychiatrie pour se protéger des investigations de certaines lucidités supérieures dont les facultés de divination la gênaient. » Ça, c'est de tête. Hein. J'en ai une qui n'est pas de tête. C'est Faust de Goethe. Ne lisez pas, c'est horrible. Les rares qui ont compris quelque chose au cœur et à l'esprit des hommes, qui ont été assez fous pour ne pas contenir l'élan de leur cœur, mais pour révéler leurs sentiments et leurs visions aux vulgaires, ont été crucifiés et brûlés. Voilà. Les gens ne veulent pas. Quand même tu crées de la transparence, peut-être qu'ils ne veulent pas. Peut-être qu'ils en ont juste rien à foutre. Peut-être juste que si tu le fais, ils vont juste te crucifier. Tu mets en danger leur vision du monde, leur Weltanschauung, leurs convictions profondes, leur système d'exploitation mentaux, et ils vont te crucifier. N'oubliez pas aussi que le messager est toujours affecté par la nature du message. Si tu es un messager de malheur, si tu leur ouvres les yeux sur la merde et leur existence, tu deviens responsable de cette existence de merde. Prenez Laurent Alexandre, par exemple, que j'aime bien. Je trouve très intéressant, Laurent Alexandre. Laurent Alexandre, il annonce depuis 10 ans aux gens qui vont se faire étriller, éviscérer par l'intelligence artificielle et les géants du digital. Que le transhumanisme va bouleverser nos vies. Okay. Il est un messager. Est-ce que lui souhaite que l'intelligence artificielle étrille les gens, massacre tout le monde? C'est pas ce qui ressort de son discours. Est-ce que lui souhaite le transhumanisme? Qu'on puisse génétiquement modifier des gamins et je sais pas trop quoi, au stade prénatal. J'ai pas l'impression, je peux me tromper, mais j'ai pas l'impression. Par contre, dans la zone de commentaires, parce qu'il est le messager de cette réalité qui arrive, on part du principe qu'il est le prophète, qu'il est le sponsor de cette réalité, et du coup, il se prend toute la haine dans la gueule, il se prend toutes les peurs des gens dans la gueule, toutes les frustrations des gens dans la gueule. Regardez la zone de commentaires, quand Laurent Alexandre parle, c'est une zone de guerre. Et c'est une zone de guerre de Baku en hyperventilation, mais c'est une zone de guerre. Donc, est-ce que les gens sont prêts? Et quelque part, peut-être la conclusion, pour naviguer dans les asymétries, les symétries, la transparence, c'est la notion d'ésotérisme chez Léo Strauss. C'est comment tu peux arriver à voir les upsides de la symétrie et de la transparence, donc la diffusion d'un message, par exemple. Typiquement, la diffusion par... Alors, à l'époque, les réseaux sociaux, ça n'existait pas, mais la télé, c'était qu'au début. Mais en gros, les diffusions par des médiums, donc écrit, télévision, enfin écrit et audiovisuel, pour faire simple, quoi. Comment tu peux avoir le bénéfice de cette diffusion sans avoir d'inconvénients? Si tu dévoiles une vérité qui dérange, tu te mets en danger. Sauf que si tu fais que du bouche à oreille, le message se perd, c'est la métaphore du téléphone arabe, quoi, c'est que tu perds la précision du message, et deux, c'est pas scalable. Et géographiquement, c'est quand même très limité. Et donc, c'est pour ça que tu fais l'ésotérisme. L'ésotérisme, ça consiste à complexifier quelque part un discours pour le rendre incompréhensible pour les censeurs et les Bakuis en hyperventilation. Donc, celui qui est initié prend le livre, il lit une réalité. Celui qui n'est pas initié prend le livre, il ne lit pas la même chose. Celui qui est initié écoute une vidéo. Quand on dit « tout le monde sait », comprend la blague. Celui qui n'est pas initié, on dit « tout le monde sait », comprend pas la blague. Il y a une forme d'ésotérisme, quelque part. Ésotérisme, tu comprends quoi. Et donc en fait, on va jouer sur le langage et sur un processus d'initiation. Vous allez me dire « oui, mais les censeurs pourraient être aussi initiés ». Ok, imaginez. Tu es dans un discours de dissidence, de rébellion, d'insurrection contre le système. Imagine. On peut imaginer que quelqu'un du système, un défenseur du système, qui a police du système, décide d'aller s'initier, d'aller comprendre qu'est-ce que ça veut dire, tout le monde sait. Ou d'aller comprendre ce genre de truc. Lui, il y va, il analyse, il fait son petit rapport, produit son petit rapport. Le rapport arrive sur le bureau. Sauf que sur le bureau, il y a plein d'opposants au système qui eux sont explicites, qui disent explicitement qu'il faut battre le système, qui appellent explicitement à la révolution. Eh bien, l'organe de répression, il va faire quoi? Il va s'attaquer à ceux qui sont explicites, ce qui prend déjà beaucoup de temps et d'énergie, et du coup, il n'aura pas
la ressource, le temps, pour aller attaquer un gars qui, d'après une interprétation d'un mec dans un bureau, en fait, il dit un truc, mais il pense l'inverse. Et donc, l'ésotérisme chez Strauss, c'est ça. C'est, tu bénéficies quelque part de la scalabilité des moyens de communication en mettant on va dire un verrouillage d'initiation pour qu'en fait, quiconque initié puisse consommer at scale et diffuser at scale et recevoir at scale, mais les normies et les censeurs et les BAQN hyperventilation, eux ne peuvent pas. Tu vois. Et quelques pensées sur la notion donc, de transparence, de symétrie, d'asymétrie. Et en fait, c'est super intéressant. Enfin, moi, je trouve ça intéressant. Peut-être que vous vous en battez les couilles, moi, je trouve ça intéressant. Si vous avez trouvé ça intéressant, likez, commentez un truc intelligent. Et voilà. À la prochaine vidéo, on repart plus sur le truc business marketing. À la prochaine. Merci. Ciao.